Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est Roselyne Fèvre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste. On vous retrouve régulièrement. Vous êtes chef du service politique d'ailleurs de France 24, pardon. Voilà. Et là, on vous retrouve dans un rôle complètement différent avec ce livre, Les battements de cœur du colibri. C'est la mère qui parle, le combat d'une mère face à l'addiction de son fils. C'est paru aux éditions du Rocher. Le livre est dédié à toutes les mères. À tous les pères aussi, vous allez nous expliquer pourquoi à toutes les mères, mais en tout cas, je pense que tous les parents peuvent comprendre et doivent lire votre livre, puisque vous racontez la descente aux enfers de votre fils à partir de joints, de cannabis, jusqu'à des drogues beaucoup plus difficiles. Pourquoi toutes les mères déjà ? Alors à toutes les mères parce que on les porte, parce qu'ils sont au fond de nous, parce que on craint quand on a un enfant, à partir du moment où on voit sa tête quand on accouche, et on va craindre toute notre vie, on va craindre justement pour leur vie. Et on a toujours peur, que ce soit les maladies infantiles, jusqu'à lorsqu'ils sortent et qu'ils rentrent tard. Voilà, la crainte est toujours au fond du ventre. Plus que les hommes, vous pensez ? Oui. Alors, il y a des pères qui sont notamment aussi, par rapport à leurs filles, aussi, qui sont très inquiets. Mais c'est quand même un combat que vous avez mené. On voit que vous avez un mari qui est là, enfin un ex-mari qui est là, mais enfin vous êtes en première ligne. Oui. Ça commence banalement en fait. Peut-être qu'on peut expliquer à nos auditeurs que ça peut arriver à tout le monde. À tout le monde, et ça arrive à beaucoup de gens. Moi j'en ai rencontré là depuis, j'ai beaucoup de témoignages. Parce qu'en fait, fumer un pétard à la sortie du bahut, comme ils disent, où mon fils, par exemple, lui, il a commencé à 15-16 ans. Et en fait, là, c'est là où c'est dangereux, en fait, le cannabis, parce que ça dépend d'abord du taux de THC. Le THC, c'est ce qui rend stone, cette concentration. Si vous fumez de la résine, il y a 30% de THC, par exemple, c'est énorme. Sinon, dans un pétard, ça peut être 4, 5%, 10%. Mais voilà, donc ça dépend ce que vous fumez. Et c'est surtout que si vous fumez sur un cerveau qui n'est pas arrivé à maturité, et le cerveau est mature à 25 ans, ça va aller atteindre des zones du cerveau, ça va rendre complètement ramollo, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer, ça va donner des angoisses, c'est pas anodin du tout. Mais tout le monde, tous les enfants, tous les jeunes ne basculent pas comme l'a fait votre fils. Et heureusement. Mais c'est vrai qu'on peut quand même insister sur le fait qu'il y a un risque assez fort et que le cannabis n'est pas anodin et que souvent il y a quand même si on passe pas aux drogues plus fortes, il y a quand même une addiction très importante. Et je redonne cette information quand j'ai reçu le professeur Amarenko qui parle de l'AVC. L'AVC, on se dit que ça concerne que les personnes âgées. L'AVC, chez les jeunes, ça existe, chez les jeunes 30 ans, ils sont tous positifs au cannabis. Tous ont été positifs dans les jeunes. Donc voilà, je donne cette information parce qu'on s'imagine que c'est pas si grave. Est-ce qu'il y a une drogue douce, mais non. Non, c'est pas doux. Est-ce qu'il y a cette prévention ? Non, mais absolument. Ça fait partie du message aussi que vous faites passer. Il n'y a aucune prévention. Il faudrait que ce soit une cause nationale. Alors, il faudrait qu'il y ait beaucoup de choses qui soient des causes nationales. Mais c'est sûr, chacun voit midi à sa porte. Sa cause, pourquoi ? Parce que ça touche les jeunes. Parce que il y en a partout. Parce que lorsque c'est crescendo. C'est-à-dire, si vous fumez du cannabis, vous avez du mal à travailler, vous êtes en échec scolaire, vous êtes en tout cas ramollo du cerveau, donc vous avez du mal à faire vos études. Parfois, ça va jusqu'à la déscolarisation, parfois jusqu'à la violence, parfois jusqu'à la délinquance. Donc, je veux dire, ça a des tas de tentacules. Et là où vous avez raison, c'est qu'il ne faut pas effrayer non plus tous les parents. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes à qui ça ne va pas faire grand-chose, ou alors ils vont avoir ce qu'on appelle un bad trip, et à partir de ce bad trip, ça va les dégoûter et ils ne vont plus jamais y toucher. Et il y en a qui continuent parce qu'ils trouvent ça sympa. C'est sympa de se percher, c'est sympa d'échapper à la réalité, c'est sympa d'être quelqu'un d'autre que ce qu'on est et échapper. Moi, mon fils, à un moment, il fume à la sortie du lycée et il dit à son copain, mais pourquoi on fume à 8h du matin ? Et il lui répond, parce que la réalité ne me convient pas. En fait, ils vont aller en cours, ça va les emmerder. On les met dans des cases, on les formate. Il y a des intelligences qui sont pas faites pour la compétition. Il y a des intelligences qui sont pas faites pour se créer dans un moule.
Tout le monde n'est pas un warrior à l'école. Ouais. Et vous, alors le livre est, je dis, très bien écrit, très intime, très personnel. C'est à la première personne. On vous suit dans ce chemin difficile. L'hôpital psychiatrique, on va en reparler. À chaque fois que vous allez le voir, j'en ai même la chair de poule quand j'en parle parce que c'est extrêmement personnel. Votre fils l'a lu? Ou pas? Alors il a lu des passages, mais non, Vous l'avez écrit, vous lui en avez parlé pour l'écrire, ou vous l'avez fait sans lui en parler? Si, je lui ai dit. Il y a des choses qu'il voulait pas que je raconte, et ça j'ai respecté complètement. Donc là, il est en phase de déclic où il comprend beaucoup de choses. Parce que il a quel âge maintenant? Il a 26 ans. Ouais. Et en fait, il a été beaucoup dans le déni, comme les gens qui sont parfois frappés par l'addiction, ils sont dans le déni. Et c'est justement ça la problématique, c'est quand vous ne vous souvent mentez à vous-même. Souvent le cas des drogués. Hein. Bah, oui. Ils mentent beaucoup. D'abord, mais le premier des mensonges, c'est à soi-même. Donc là, il est en phase on va dire, de reconnexion avec beaucoup de choses. Et il dit, j'ai peur. À chaque fois, il dit, j'ai peur que ça me perturbe parce que je vais voir tout le mal que je vous ai fait à tous. Ouais. Et ça, en fait, il n'a pas envie de l'affronter encore. Ouais. Donc il est encore sur un chemin. Il est encore sur un chemin, mais avec des déclics. Vraiment, avec des déclics intéressants, des prises de conscience, et ça passe par là. Ce qui est terrible et qu'on ressent vraiment tout au long du livre, c'est la culpabilité aussi que vous ressentez. Ce côté, j'ai pas vu, on n'a pas vu comment c'est possible. Et puis finalement c'est difficile d'en parler. C'est comment faire pour le sortir de là, et l'impuissance totale en fait, parce que c'est comme lorsque vous apprenez que quelqu'un que vous aimez, de votre famille ou autre, est atteint d'un cancer. Vous êtes dans l'impuissance. Ouais. Et ça, c'est le plus terrible, c'est d'aimer quelqu'un à en mourir, en fait, et de ne pouvoir rien faire. Alors, la seule chose sur laquelle on peut agir, en vérité, c'est ce que je comprends un peu au fil de l'écriture, c'est d'avoir du pouvoir sur soi-même. Alors, ne jamais renoncer avec lui, mais pas toujours céder non plus, parce que ça vous bouffe, ça vous détruit une vie, ça vous piétine une vie. Donc, la seule façon où on peut agir, c'est sur soi-même, et d'être fort, et de lui faire ce cadeau de la confiance et de ne jamais lâcher. Et la culpabilité, oui, elle est forte, elle est encombrante, elle grignote, elle bouffe, jusqu'au moment où vous dites, maintenant ça suffit, stop. Mais de toute façon, la mère, elle est coupable dès le début. Rappelez-vous de cette phrase elle fera toujours mal. Magnifique de Romain Gary. Avec l'amour maternel, la vie à l'aube, vous faites une promesse qu'elle ne peut pas tenir. Et en fait, toutes les mères, c'est ça. On promet tellement, on veut la promesse d'un tel amour. Est-ce qu'on en est à la hauteur? Pourquoi vous avez eu envie de raconter cette histoire pour à la fois dire ça n'arrive pas qu'aux autres, certainement, pour alerter aussi sur l'état de la psychiatrie en France? Ah oui. Beaucoup, parce que j'ai été révoltée, surtout j'étais dans une solitude et dans un isolement. Alors j'avais mes amis, des personnes autour de moi, bien sûr. Oui, mais ce que vous ressentez, on sent que c'est très intime. Ce que je dis, le livre est on voit l'abysse de solitude dans lequel vous êtes. À qui vous pouvez dire, mon fils se drogue, il est à l'hôpital, il est attaché, il fait des crises psychotiques avec la drogue. D'abord, on vous regarde un peu bizarrement. Et puis, donc vous êtes dans une solitude crasse. Donc c'était pour sortir de cet isolement et pour raconter ça au monde. Alors quand je dis au monde, c'est pas le globe. On va se calmer, mais au monde